Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, tout ça. Bienvenue pour cette Eurobubble Therapy, c'est le grand retour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites thérapies de groupe entre gens qui s'intéressent à la chose européenne. Et nous y revoilà, dans la joie et la bonne humeur. On va parler d'actualité, on va parler d'un grand sujet, on va parler de la gauche à l'approche des élections européennes de 2024. Il y a 2-3 choses qui se passent, on s'ennuie pas à gauche, c'est depuis quelques mois quand il s'agit des élections européennes et même au-delà. Donc on va discuter un peu de tout ça, et du coup je vais vous montrer tout de suite qui sont mes invités du jour. Hop, bonjour Audrey, bonjour Adrien. Donc on a avec nous Audrey Vietaz, qu'on ne présente plus, maintenant c'est une superstar. Elle fait le podcast Trait d'Union, elle a reçu un prix de la citoyenne européenne. Donc bienvenue Audrey, félicitations encore. Salut. Merci beaucoup. Ouais, j'étais très touchée cette semaine. C'était la remise du prix en France et c'était assez touchant. Du coup tu le mets où? Tu le mets à côté de ton Oscar? C'est passé où chez toi? C'est un prix qui va faire très beau sur la cheminée de la maison de campagne. Non, je l'ai mis sur mon bureau, mais non, je suis assez contente, j'avoue. Ah bah, GG, hein, GG, bien joué. Et notre deuxième invité, Adrien Sommier. Donc bonjour Adrien, toi tu fais aussi un Hello. podcast qui s'appelle Adrien parle politique. Tu parles beaucoup de ce qui se passe à gauche, d'une manière générale, en France. Il se passe des choses, il y a quoi largement faire des podcasts, donc dis-nous en plus. Et qu'à piocher, hein. Oui, bah, j'ai fait beaucoup de posts depuis un an sur la future mort de la NUPES. Et donc, bah, j'ai fini par avoir raison. Un an après, oui, j'ai eu Mais raison. voilà, mais j'ai même pas eu besoin d'en refaire un, en fait. Ça aurait été un peu tiré sur une ambulance. Donc, je me suis contenté de parler des gros problèmes nés du fait de jamais s'être mis trop d'accord sur le conflit israélo-palestinien et tous les vieux démons qui ressortent, notamment à gauche, quoi. Hmm, voilà. Et je me permets, j'ai même un deuxième podcast aussi maintenant avec un copain qui s'appelle On va dans le mur, et on a déjà 3 épisodes de fort bonne facture, ma foi, hein, sur l'immigration et sur l'école. Et il y en a un quatrième en boîte déjà sur la transition écologique, impossible. Et donc, bon, ça va sortir la semaine. Non, après les vacances, voilà, je pense que les vacances, voilà, donc j'ai des enfants, et ça complique les choses, hein. Évidemment. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais m'absenter un peu, je reviendrai, là, ça va être un peu, voilà, C'est jusqu'à pas grave, 18 c'est heures. la bonne franquette ici. On passe, C'est on ça. vient, on passe. Il y a un D'ailleurs, copain du qui coup, passera la tête d'ailleurs, hein, je eh garantis bah, pas, il hein. sera le bienvenu, ce sera le guest star. Ce sera le guest star. Du coup, chat, hein, si vous voulez regarder le podcast d'Audrey ou d'Adrien, vous avez leur hâte Twitter juste sous la petite vidéo, donc vous savez où aller chercher ces podcasts fort intéressants. Du coup, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'abord un petit peu d'actu, donc je vais vous demander à chacun de me parler un peu de l'actu, alors, de cette semaine ou récente, qui vous a un peu marqué et qu'on en discute. Donc, Audrey, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Moi, je voulais parler du Conseil européen qui a eu lieu jeudi et vendredi. Surtout jeudi, moi je trouvais que c'était assez intéressant et ça va peut-être rejoindre un peu ce dont tu voulais parler, Adrien, avec du coup cette volonté de parler d'une seule voix enfin depuis les attentats du 7 octobre, de parler d'une seule voix sur la situation au Proche-Orient. Ça a mis du temps, ça a mis de longues heures pour se mettre d'accord sur un texte commun à la virgule. Et puis en fait, quand on regarde le vote qui a eu lieu le lendemain à l'ONU, en fait, on voit que cette unité qui a mis du temps à venir a complètement volé en éclats, mais le lendemain même, quoi. Donc voilà, je voulais savoir un peu, vous, ce que vous en aviez pensé. Mais je pense qu'Adrien, toi aussi, c'est ce dont tu voulais parler un peu, cette galère à Mm. parler d'une seule voix. Bon, après, enfin, c'est très compliqué, hein, le conflit est extrêmement compliqué. Mais voilà, cette galère de l'Union européenne qui essaye de parler d'une seule voix et puis toujours pas, quoi. Ah, Adrien, vas-y. Bah ouais, mais c'est des pays qui n'ont pas les mêmes traditions diplomatiques avec le Proche-Orient, donc là c'était tellement tendu depuis 70 ans que c'est pas en une séance qu'ils vont se mettre d'accord, hein. Et t'as un peu l'impression que c'est pas les mêmes diplomates en fait à l'Europe et à l'ONU et qu'ils ont pas eu le mémo, quoi. Qu'ils ont pas- Et ils ont dit bah non mais nous on va s'abstenir, on va voter contre. Enfin bon Alors que normalement, les États très européens sont censés ils ont des réunions de coordination avant les sommets de l'ONU où justement ils sont censés un peu accorder leur violon. Visiblement, ils ont pas eu le ah, mémo. ça a pas marché, ouais.
Je crois que c'est 90% des textes qui normalement sont à peu près votés d'une voix commune, quoi. Donc on voit que sur ce dossier, c'est extrêmement compliqué. Et un truc que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'en fait, finalement, chaque État, du fait de son histoire, a finalement une nuance dans ce jeu-là. Je voyais par exemple que l'Irlande, elle était très proche, sans être évidemment contre Israël, mais très proche de la Palestine, du fait de son conflit avec l'Irlande du Nord. Et je trouve Ouais. ça hyper intéressant en fait. Bah, avec le Sinn Féin, et puis aussi c'est un pays qui est de tradition, qui a la neutralité, hein, comme l'Autriche, etc. Donc ils sont très attachés à tout ce qui concerne les cessez-le-feu, etc. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est, tu compares l'Irlande, t'as trois, on va dire trois positions. T'as les Irlandais qui sont très neutralité, etc. Les Allemands qui, eux, sont à fond derrière Israël. Pour cause de culpabilité historique, etc. Ils sont toujours un peu dans la surenchère pour montrer, vous voyez, on est derrière Israël parce que voilà, on n'est pas la même Allemagne qu'il y a 70 ans. Et la France qui a cette position un peu d'entre-deux, historiquement plus proche de la cause palestinienne, mais mine de rien, ça reste quand même compliqué. Déjà que c'est compliqué entre les États membres, c'est vrai qu'après, quand on rajoute la couche européenne, ça a été un fiasco complet. Ça. Ah, mon micro est plus fort que celui des invités, alors attendez, je vais me baisser et je vais vous monter. Hop, tac, parce que j'utilise pas le même micro sur le Nous stream. qui devons parler plus fort Non, aussi. non, t'inquiète, c'est bon, là j'ai réglé mon niveau de son, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que la communication sur cette histoire, ça a été un fiasco complet. Quand on voit dès le début du conflit, Van der Leyen qui part d'un côté, Borrell qui part de l'autre. Moi le truc que j'ai trouvé le plus ouf, c'est quand même Metsola et Van der Leyen qui partent en voyage en Israël et qui oublient d'embarquer Charles Michel avec eux. Enfin, moi j'étais là, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'était un peu. Pardon, excuse-moi, Adrien. Non, mais je veux dire, c'est un peu comme une redite du voyage à Lampedusa. Enfin, genre, elles partaient toutes les deux aussi. Enfin, Ouais, mais en fait, il y a un truc chaud là, faut y aller. Et donc tout le ouais. monde y va un peu tour à tour. C'est très bizarre. Puis c'est juste pas le même sujet. Et puis en fait, je crois Voilà. Après, je sais pas si le papier était vrai, celui que j'ai lu, mais je crois qu'elles avaient même pas prévenu Joseph Borrell en fait. Donc c'est un peu genre ah ben on est là. Ouais, non, mais ça a l'air d'être un peu ça. À la base, je crois que c'était Metsola qui était invité par le Oui. Parlement israélien. Ensuite, t'as Van der Leyen qui s'est greffé au truc. Et voilà, comme c'est bien connu que Charles Michel, le patron du conseil, et Van der Leyen ne peut pas se voir en photo, là, c'est un peu craqué, quoi. Et surtout que Van der Leyen. Son discours. Son discours est vu comme étant très pro-israélien et uniquement pro-israélien sans vraiment de nuances là-dedans. Et enfin, elle s'est pris un retour de bâton direct, hein, je veux dire. Il y a eu l'Elysée qui a dit très clairement, bah voilà, ceux qui parlent au nom de l'Union européenne sur les questions d'affaires étrangères, c'est Charles Michel et Joseph Borrell. Charles Michel qui s'est fait plaisir d'organiser un sommet exceptionnel de Yuko pour que la remettre un petit peu dans le droit chemin. Je sais pas si elle a reçu le message après, mais voilà, quoi, c'était un peu chaud, quoi. Mais après, moi, moi, là où ça me pose problème, c'est qu'en fait, et j'en ai parlé, d'ailleurs, je suis en train de faire un épisode sur le sujet, donc, mais à part dans la tambouille européenne, en fait, il y a personne, mais personne, qui va se dire ah non, mais Ursula von der Leyen n'avait pas mandat pour parler à la place des États membres. C'est ce que Et je en voulais fait, les dire. gens, ils se disent, c'est la cause. Ah pardon, excuse-moi, Adrien. Non, mais t'as raison. Non, mais je vais dans ton sens. Hein. D'ailleurs, si j'écoutais pas ton podcast, c'est des choses que j'aurais pas fait attention. Et dans les médias tradis, c'est quasiment pas sorti. Enfin, à part peut-être après coup, j'ai pas fait attention. Je peux rater des choses, mais bon, voilà, le pas de côté de Van der Leyen, il a pas été non plus pointé du doigt. Par tous les journaux français, quoi. Enfin, c'est resté, je pense, très concentré dans la fameuse bulle où on est là. Et ça peut lui coûter cher, mais je suis pas certain que tout le monde comprenne bien ce qui s'est joué à ce moment-là, quoi. Non, Non, et puis, vas-y, Audrey, vas-y. Après, j'ai lu qu'il y avait 900 diplomates et membres du Parlement qui demandaient sa démission. Oui, en effet, elle, ça peut lui coûter cher, mais c'est vraiment une faute politique parce que sur un sujet aussi sensible, engager les États membres alors que déjà, elle en a pas le mandat, c'est pas à elle, et puis en plus, c'est pas la position de tout le monde. Je trouve ça hyper compliqué, quoi. Ça aurait pu, finalement, faire un tollé encore plus grand avec d'autres pays engagés, quoi. Ah là, ça lui a clairement.
je pense pas que ça va lui coûter un potentiel deuxième mandat à la Commission européenne, mais en tout cas, c'est vrai que elle a perdu un peu de bonne volonté dans un certain nombre d'États membres sur cette histoire. Elle a voulu je pense qu'elle a voulu reproduire un peu l'effet leadership qu'elle avait fait pendant le Covid, pendant la crise en Ukraine, etc. Où effectivement, elle n'avait pas attendu que les États se mettent d'accord. Elle a dit ok, moi j'y vais et qui même me suivent, et les gens avaient suivi derrière. Mais on était dans une situation complètement différente parce que on va dire que autant dans Covid et Ukraine, il y avait de base un consensus qui était beaucoup plus facile à agir sur un truc comme le conflit israélo-palestinien. Voilà, personne n'a envie d'y mettre un pied elle tendait le bâton pour se faire battre dans cette histoire-là. C'est clair et net. Donc bon, ouais, c'est vrai que là, mais c'est vrai que je suis d'accord que le sujet en fait emballe tellement tout le monde au niveau national, avec des divergences même au sein de chaque pays, etc. Enfin, le débat politique qui repart de plus belle, qu'au final la position de l'Union européenne, voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, moi j'avais fait un peu un mème là-dessus la semaine dernière. Voilà, on a parlé à fond de l'Europe géopolitique en 2022 avec l'Ukraine. L'Europe géopolitique, je pense que c'est un peu voilà, rest in peace, quoi. Là, ça montre bien que dans les moments où il y a de la géopolitique mais qui divise au sein des États membres, en fait l'Union européenne elle pèse rien, quoi. Elle pèse rien et elle est pas unie. Après, l'Ukraine divise aussi un peu l'Union européenne et on arrive quand même à parler grosso modo d'une seule voix. Après, beaucoup de travail. Donc, Oui, mais niveau consensus, c'est quand même beaucoup plus élevé sur l'Ukraine que sur de base. De base. Donc, effectivement, sur l'Ukraine, il y a quand même des divergences de vues, etc. Je ne dis pas que tout le monde était exactement sur la même ligne sur l'Ukraine, mais il y avait quand même une idée très claire. Voilà, il y a un agresseur qui est clair, net, précis, personne le débat. Il y a un droit d'un pays à se défendre. Il y avait aussi, je pense aussi, un réflexe de survie, dans le sens où les Européens ont bien compris, ok, si l'Ukraine tombe et qu'on fait rien, qu'est-ce qui va les arrêter d'aller choper les Baltes, les Polonais. Donc je pense qu'il y avait aussi un réflexe de survie en disant, voilà, faut qu'on fasse un truc, faut qu'on se mette d'accord parce que sinon c'est notre projet qui se casse la gueule. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup moins le cas. Il n'y a pas de risque existentiel. Ouais. Non, clairement. Même s'il y a s'il n'y a pas un risque existentiel, par contre, il y a des risques nationaux, parce que tu prends un pays comme la France, tu dis, bah merde, est-ce qu'on va pas avoir un risque d'importation du conflit chez nous, parce que, grosse communauté musulmane, troisième plus grosse communauté juive dans le monde, donc il y a quand même, c'est un sujet qui est politiquement quand même assez compliqué, c'est clair que ça, c'est un sujet qui se prend avec les pincettes. Non, et puis il y a aussi une crainte d'un embrasement finalement dans la région, et qui du coup nous concernerait aussi, quoi. Donc non, et il y a un truc que j'ai découvert aussi en bossant le sujet, c'est qu'en fait l'Union européenne était le premier financement d'aide humanitaire de la Palestine. Ouais. Et ça, je savais pas, c'est 1,2 milliard. Et en fait, ça sert à payer notamment les fonctionnaires en Cisjordanie. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Et puis l'Union européenne, premier partenaire financier d'Israël. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Partenaire commercial. C'est ce qui a rajouté, enfin ce qui a commencé déjà à mettre de l'huile sur le feu quand il y a eu le commissaire hongrois qui au lendemain des attaques a dit alors on va suspendre toute l'aide à la Palestine. Les ont dit ah bon non on n'a pas décidé ça. Enfin les commissaires qui commençaient à se sniper mutuellement sur Twitter, c'était déjà la bonne ambiance. Tout ça pour qu'à la fin il y ait une espèce d'entre-deux. Alors oui on va revoir les fonds qu'on donne à la Palestine, mais en même temps on va pas suspendre tout futur paiement. Même si, encore une fois... Même pas sûr qu'Israël soit d'accord en plus, parce que ça serait lâcher la Cisjordanie dans un chaos complet. Donc ce serait encore pire. Enfin, bon, après, je sais pas ce qu'ils veulent eux, mais je sais pas si... Enfin, tous les fonctionnaires cisjordaniens qui ont plus de salaire, plus de ramasser les ordures, plus rien du tout. Surtout qu'il y a un débat qui est de longue date. Déjà, ça fait longtemps qu'on en parle dans les cercles européens sur voilà, est-ce que l'aide européenne qui est envoyée à la Palestine n'est pas détournée pour financer le Hamas et d'autres trucs. Il y avait eu des polémiques sur notamment des des manuels scolaires qui avaient des bons messages bien antisémites et qui étaient potentiellement cofinancés par l'Union européenne. Donc ça fait quelques années que déjà dans des résolutions du Parlement chaque année, il y a le petit paragraphe disant attention sur les fonds qui vont à la Palestine, il y a des trucs pas très jojo qui se passent, faut regarder, mais le sujet a été un peu foutu sous le tapis chaque année parce que voilà, personne n'a envie d'aller mettre le bordel là-dedans, mais c'est vrai que voilà, là ça va un peu forcer mettre tout le monde devant ses responsabilités, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et Quentin, je sais pas si toi t'as cette observation-là, mais est-ce que c'est parce que ce commissaire est hongrois et que la Hongrie est plutôt alliée, non, encore une fois, c'est pas vraiment allié, mais c'est plus soutien
d'Israël qu'il a fait ce tweet ou pas du tout? Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un... Oui, il y a clairement un facteur là-dedans. La Hongrie, enfin Orban est très pro-israélien, pro-gouvernement israélien. C'est un sujet qui encore une fois, était longtemps. Donc je pense que le gars, il a dit ok, on y va YOLO sur ça. Et, et le problème, c'est qu'il a consulté personne et ça a explosé à la tronche de tout le monde derrière, quoi. Ça vous dérange pas, je veux passer au sujet suivant, parce que là, je vois le temps qui passe, on a 1 heure. Adrien, c'était quoi ton sujet du jour? J'en avais plusieurs, comme je vous avais prévenu, hein, parce que j'ai pas eu de gros sujets cette semaine, mais on va oublier Van der Leyen. Moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps, là, c'est à la fois, il y a le duel Twitteresque, enfin, X, pardon, entre Thierry Breton et Elon Musk pour l'application du DSA. Je sais pas, enfin, je trouve ça à la fois drôle, pathétique et révélateur aussi. Enfin, drôle parce que bah, c'est marrant, pathétique parce que ça se joue comme ça à ciel ouvert, qu'on se demande un peu si c'est le rôle d'un commissaire. Et puis bon, que Musk, il est pathétique en général, et révélateur aussi quand même de la puissance européenne en tant que consommatrice, enfin, havre comme ça, comme l'a dit Breton, ou je sais plus si c'est lui qui l'a dit, mais 450 millions de consommateurs, donc bon, ça fait quand même du monde. On a au moins cette puissance-là, même s'il n'y en a aucun géant du numérique, hein. Enfin, en tout cas, avec des petits poussets, disons, mais aucun géant. Et c'est vrai que bon, là, on fait un peu, on a le DSA, tout ça, on va faire en sorte qu'ils le respectent. Donc voilà, c'était ce duel que je sais pas exactement ce qu'il va donner. Enfin, est-ce qu'ils vont le faire avec d'autres géants? Enfin bon, mais c'est très très révélateur aussi de Breton, comment il gère sa com. Oui, Breton a une com très particulière, ça c'est clair et Voilà. net, c'est un peu de la com, j'ai pas envie de dire de la com de cowboy, mais quasiment, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est moi le shérif qui débarque, quoi. Et ça, c'est un truc qui, depuis le début, il est comme ça, quoi. Je menace Elon Musk, je fais des photos des munitions qui sont livrées à l'Ukraine depuis des usines françaises ou européennes en général. Enfin, c'est un truc comme ça. Mais moi, je trouve ça pas mal dans le sens où ça humanise, incarne la politique européenne et il donne du concret. Mais bon, voilà, faut voir si sur la longueur ça tient, quoi. Et Non, l'autre truc, je suis c'était des bonnes nouvelles. Hein. C'est des bonnes nouvelles. C'était une bonne nouvelle et une mauvaise. Enfin, Fico et le PiS qui perd en Pologne. Voilà. C'est les deux dernières élections dans l'Union européenne avec la victoire à l'arraché des opposants en Pologne. C'était pas si facile quand même, hein, le parti ça. droite enfin de droite dure, quoi, disons, est quand même en Nationaliste, tête. hein. Nationaliste, voilà, merci, je cherchais un terme, est en tête quand même, hein, mais il se prend une coalition contre eux, donc bon, ça fait qu'ils ont perdu le pouvoir. Et Fico, donc il faut pas dire Fico, hein, c'est pas... Je l'ai appris en stream. On m'a dit non, mais il faut dire Fitso. Je fais bon, d'accord, Non, mais en pardon, plus, stream. il n'y a même pas un CDI ou un accent, rien du tout, c'est juste le C, quoi. Bref, le C en slovaque, c'est Tso. Et donc Fico qui a réussi à faire une coalition avec l'extrême droite, donc on se retrouve avec un pays, encore un. Bon, c'est pas la Pologne, c'est plus petit, mais bon, ça fait toujours un petit peu ennuyeux quand même. Enfin, Non, voilà, mais c'était mes Vas-y, actus ouais. récentes sur l'Union européenne. Bah, il a déjà essayé d'annoncer la couleur justement au dernier Conseil européen en disant bah non mais nous il y a plus de livraison d'armes à l'Ukraine. Après je sais plus qui est-ce que j'ai interviewé sur le sujet qui disait bah de toute façon les armes, enfin la Slovaquie elle a déjà pas mal livré, il y en avait pas non plus des tonnes qui restaient. Ouais, ils Mais ont tout donné, c'est là. le symbole et l'empêcheur de tourner en rond qui va pouvoir renforcer Orban au Conseil européen. Non, clairement, enfin, sur Fitso, c'est intéressant parce que Fitso est à la base, son parti appartenait aux socialistes, c'est les socialistes qui l'ont kické dès qu'il a fait son alliance, il a formalisé son alliance avec l'extrême droite slovaque. Là-dessus, on peut quand même dire bien jouer les socialistes pour le coup, parce que bon, ils ont évité un peu un scénario à la PPE où pendant 5 ans, 6 ans, ils laissaient Orban chez eux en disant oh mais c'est bon, il va rentrer dans le rang au bout d'un moment. Là ils ont fait bon ok, là il a franchi la ligne, même si c'est vrai que ça faisait longtemps que le Smer et Fico, c'était quand même pas très jojo ce qui se passait. Enfin, faut se rappeler que le dernier gouvernement Fico, c'est sous son gouvernement qu'il y a eu ce fameux assassinat d'un journaliste d'investigation, et où il y avait des suspicions que le gouvernement était au courant qu'il y avait des trucs chelous qui se passaient. Donc c'était pas non plus un mec blanc-bleu avant cette élection-là, mais après la question qui va se poser, c'est effectivement, Orban a perdu son allié naturel avec la Pologne. Est-ce que... Et
déjà avec l'Ukraine, ils étaient plus. Enfin, le groupe des Oui, trois là, oui, oui, Visegrad, non, 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 c'était non, bien sûr, c'était de ce point de bancal vue-là, quand même. ça avait déjà pris un peu de plomb dans l'aile, mais sur les questions, au moins, par exemple, d'état de droit, bah, ils pouvaient compter sur la Pologne, Mm. sur le PiS pour faire barrage et empêcher un article 7. Et donc empêcher des sanctions contre la Hongrie et vice-versa. Est-ce que Fico va vouloir remplacer et va pouvoir remplacer le PiS dans ce rôle-là? À voir. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas nécessairement aussi, Quand même. C'est quand aussi même garanti 10 que ça. fois plus petit. C'est quand Ouais. même 10 fois plus petit la Slovaquie, hein. Oui, non, déjà sur les politiques classiques, enfin voilà, la Pologne c'est quand même cinquième plus gros pays de l'Union européenne, la Slovaquie très très loin derrière, donc je pense que clairement il y aura pas comment dire, la capacité à être une nuisance va être réduite au Conseil, mais après sur les questions à l'unanimité, peut-être que Fico pourrait être tenté d'aller faire Mm. copain-copain avec Orban, et Orban a déjà commencé à un peu dire ah ouais copain Fico, parlons-nous quoi. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller par la suite. Et est-ce que Fico va pouvoir tenir longueur? Parce qu'au final, il s'est allié avec l'extrême droite, mais ça fait de lui quelqu'un qui est extrêmement isolé, si c'est même probablement encore plus isolé que Orban. Mm. Mm. Donc Après, j'ai pas assez regardé voir ce qu'étaient les dangers aussi pour les Slovaques eux-mêmes en termes de recul d'état de droit, si ça allait se passer comme en Hongrie ou en Pologne. Bah, Bah, ça, en j'ai gros, pas regardé. il a déjà prévenu qu'il allait mettre son nez dans la justice parce qu'en fait, il est pris dans des affaires justement par rapport à ses suspicions de corruption et en tout cas ses proches aussi. Donc lui, il a déjà dit que clairement, il avait des cibles et que c'était certains magistrats. Donc ça peut inquiéter en tout cas la société slovaque. Et puis après, ouais, l'état de droit, il est assez contre les minorités aussi. Donc il y a toutes ces questions plutôt en interne, même s'il n'a pas cette capacité de nuisance sur la scène internationale, il y a des choses à regarder au niveau de la société en tout cas. après, la question que je me pose, c'est autant à l'époque où quand Orban est arrivé au pouvoir, puis c'était arrivé au pouvoir, on n'avait pas les outils comme la conditionnalité état de droit, qui permet de suspendre les fonds européens si jamais tu commences à faire n'importe quoi avec l'état de droit. Donc maintenant, on a cet outil, la Commission sait l'utiliser, il n'y a pas hésité à l'utiliser. Hein. Faut se rappeler que la Pologne a perdu quand même 36 milliards d'euros à faire mumuse avec l'état de droit dans cette histoire, donc c'est pas non Ouais, ça plus. peut être, C'est pas des trois pièces qui sont dans les fonds de poche. À voir si la Slovaquie et Fico va dire ok, est-ce que j'ai envie de perdre moi aussi beaucoup de fonds européens sur ça. Mm. Donc c'est vrai que ça va être intéressant à suivre de ce point de vue-là. Et juste pour revenir très brièvement là sur ce que tu disais aussi sur Thierry Breton et un peu le fight, c'est vrai que là, je pense qu'on a une combinaison entre le côté un peu shérif que Breton essaie de se donner dans la Commission européenne, et je pense aussi un peu une démonstration de ce qu'on appelle l'effet Bruxelles, donc le côté, sur certains sujets très particuliers, notamment les politiques numériques, la capacité bah, justement à jouer en fait les shérifs, à dire voilà, vous voulez avoir accès à mon marché, bah voilà les règles, et si vous suivez pas les règles, bah vous vous cassez quoi. Et je veux dire, Musk avait fait un peu couler de l'encre en disant voilà, je vais quitter l'Europe si jamais l'Europe fait pas comme je veux. Après, même si après il s'est dédié, c'est pas le premier à le faire, c'est pas le premier géant de la tech à l'avoir dit. Hein. Facebook l'a Mm. fait, Google l'a fait, enfin ils l'ont tous fait à un moment donné, et ils sont tous rentrés dans le rang quand l'Union européenne fait bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer quoi. Après, moi, je me pose la question parce que Thread, tu vois, il l'a pas, Thread donc du coup de Facebook, de Zuckerberg, il l'a pas implémenté en Europe. Non. Euh, Est-ce que justement, vous pensez que Musk peut se barrer de l'Union européenne? Je pense que Moi, ça moi, serait je, suicidaire. moi, je pense, mais il perd beaucoup de monde. Mais en fait, je sais, enfin, vu que la gestion de Twitter depuis un an, on peut rien exclure. Oui, Le changement de marque, il a été décidé en été et ça s'est fait en 3 semaines. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, un changement de marque en 3-4 semaines, c'est du pur délire. Enfin, d'ailleurs, même l'interface n'a pas été complètement mise à jour. Il y a toujours Oui, il y a toujours le Twitter à des endroits c'est et tout. ça. Il y a toujours Twitter qui traîne. Il y a toujours l'interface à base de déclinaison d'oiseaux. Il y a toujours le nid, enfin la petite boîte, la le boîte home, nichoir, ouais. pardon, pour la boîte home. Enfin voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui traînent dans les mails, enfin dans les menus. Donc c'est quand même pas encore bien fait ce truc.
On n'est pas à l'abri, effectivement, qui décide. Alors, c'est un truc européen à cause du DSA ou je sais pas quoi d'autre. Enfin, il y a des exemples. Enfin, on a des gros pays qui ont interdit des applications mondiales, hein. Genre en Inde, il n'y a pas de TikTok, hein. Alors, c'est pour d'autres raisons, mais des pays peuvent faire le choix, hein. Donc, ils ont réussi à développer leur propre alternative à TikTok, dont j'ai oublié le nom là, mais après, l'Europe, je ne sais pas si on saurait le faire. Mais en tout cas, genre, un marché de plus d'1 milliard de personnes a dit TikTok, au revoir. C'est parce que c'est la Chine. Et ils ont leur propre TikTok avec les mêmes formats. Ouais, Et d'ailleurs, après, je pense qu'on en voit des TikTok indiens sur Instagram parfois. Mais bref. l'Inde n'est peut-être pas franchement comparé avec l'Union Européenne, parce que c'est quand même un pays qui est vachement protectionniste, donc ça a toujours, le marché indien a toujours été un truc vraiment à part, pas vraiment ouvert à l'extérieur de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, je pense que ça sera plus un cauchemar d'un point de vue de politique, d'affaires publiques, de communication. Enfin, clairement, il se ferme Twitter en Europe, même si, effectivement, comme Kylian le dit dans le chat, depuis, il a démenti, il a dit non, je partirai pas de l'Europe, etc. Mais je suis d'accord qu'il est capable de se lever un matin et de dire bah voilà, aujourd'hui je quitte l'Europe. Il en est parfaitement capable. Ça sentait un peu le ballon d'essai, voir comment ça réagit. Cette espèce de fuite, je sais plus dans quel média, mais ouais, c'est. Je sais pas, moi j'avais l'impression, même s'il a dit non, non, mais moi pas du tout, qu'est-ce qu'il raconte? Je crois pas une seule seconde que l'article était basé sur un truc qu'il aurait pas dit ou qu'il aurait pas fait. Ça, je pense qu'effectivement, il a testé, il a fait un ballon d'essai, ou alors il a dit une connerie, et après il s'est rendu compte qu'il a dit une connerie, qu'il fallait la corriger parce que les gens avaient noté. Hein, donc, mais bon, moi j'y crois pas trop. On va bien voir dans les mois, les années qui viennent, parce que la commission, c'est clair et net. Je pense que son premier dossier DSA, ça va être Twitter, très clairement, parce que Musk a fait tout ce qu'il faut pour être la cible numéro 1. Il a quitté le code de lutte contre la désinformation de l'Union Européenne. Il s'est mis à dos Thierry Breton qui a quand même mis pas mal d'énergie et capital politique à essayer d'apparaître comme étant le mec qui est capable de parler à Musk. Refus d'appliquer un certain nombre de règles. Donc je pense que là, à la Commission européenne, je pense que le dossier Twitter, ça va être leur premier dossier d'enforcement où ils vont se faire quelqu'un, quoi. Et puis il a viré toutes les équipes de modération. En fait, il n'y a plus rien, quoi. Donc même s'il fait semblant d'appliquer les règlements, derrière la logistique ne suit pas. Les autres, les réseaux sociaux sont pas forcément exemplaires, mais alors lui, il n'y a plus personne, quoi. On l'a vu le 7 octobre. Hein. Enfin, franchement, même si on voulait pas voir. On le voit encore. Hein. Là, il y a une heure, je suis tombé sur une photo du Bataclan, floupé, ok. Enfin, bon. Donc bon, voilà, il y a quand même quelques problèmes, quoi. Très léger problème. Dernier sujet qui est le mien cette fois. Moi, le truc que j'ai trouvé intéressant, je suis tombé sur un article du Guardian qui parlait d'une étude de la Commission européenne qui faisait un point d'étape un peu sur les politiques environnementales. Et cette étude disait en fait, les gars, on est un peu en retard sur la mise en œuvre de nos politiques environnementales. Là, si on applique tout ce qu'on fait déjà aujourd'hui et qu'on inclut les choses qu'on est censé faire dans le futur, en fait, on serait qu'à une réduction de 42% de nos émissions à effet de serre d'ici 2030, alors qu'on a pour objectif de le faire à moins 55%. Vous allez me dire, bon, ok, c'est un écart, c'est entre 42 et 48, donc un écart de 13 à 7%. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait aussi la prospective pour 2050, puisqu'en 2050, l'Union Européenne a promis, inscrit dans la loi, qu'on devait atteindre la neutralité carbone. Hein, on ne devait plus émettre plus d'émissions de carbone qu'en 1990. Et ben ils ont dit ouais, en fait aussi, si on regarde à 2050, en fait on ne baisserait nos émissions que de 64%, ce qui fait quand même un certain écart vis-à-vis de ça. Et du coup il y avait une réaction à ça où le commissaire Extra, donc le nouveau commissaire en charge de l'environnement, qui avait dit voilà, si on veut pouvoir remplir nos objectifs climatiques, il faudrait qu'on aille 3 fois plus vite, 3 fois plus fort sur nos politiques environnementales. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une phase où, pour moi, ça c'est vraiment la démonstration d'un truc que je parle souvent sur mon stream, c'est cette dichotomie entre d'un côté le besoin d'aller encore plus, la nécessité d'aller encore plus vite, plus loin pour répondre au changement climatique, pour atteindre la neutralité carbone, et le fait qu'à côté, ces dernières années, excusez-moi de chat, j'ai frappé le micro, à côté, on a aussi une montée ces dernières années d'une résistance aux politiques climatiques. Hein. En France, on a été un petit peu... Alors, du moins, ça a commencé comme ça, on a été un petit peu précurseur avec les gilets jaunes, ça a commencé avec une taxation sur les fuels, après c'est parti dans complètement autre chose, mais ça a commencé de ça. T'as les bonnets rouges aussi. Les bonnets rouges, si on retourne encore plus loin,
En Allemagne, on a les Verts qui se cassent la gueule complètement suite au fiasco qu'ils ont fait sur les pompes à chaleur. Aux Aux Pays-Bas. Pays-Bas, on a eu la montée du BBB, qui était un parti initialement issu de l'agriculture, qui a été créé contre les politiques de lutte contre le changement climatique, lutte contre le nitrogène aux Pays-Bas. Et on sent la petite musique quand même monter de plus en plus, le PPE. Enfin, je sais pas si t'as suivi ça, Adrien, avant l'été, tout le drama sur la Nature Restoration Law, la loi sur la restauration de la Ouais. nature. Donc il y a une petite musique qui monte et c'est vrai que tant au niveau européen qu'au niveau national. La vraie question, c'est comment est-ce que politiquement on va essayer de rattraper les gens et de les rassocier à une politique environnementale et sans aller non plus dans la fuite en avant dans l'autre sens, parce qu'on a aussi toute la question de la radicalisation des mouvements écologistes, etc., etc. Enfin, de certains mouvements, de certaines portions du mouvement écologiste. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant au niveau de la direction. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais, et puis en plus, t'avais Emmanuel Macron, là, c'était quoi? C'était au début de l'été, qui dit on a trop Faut de mettre une normes. pause, ouais. La Ouais, faut pause, mettre ouais. une pause normative. Et t'es là, bah ouais, non mais attendez les gars, parce que à la base, on est quand même, enfin en plus, la France fait partie des pays qui sont censés être précurseurs sur ce sujet, et là on dit il faut mettre des pauses. Et je pense qu'il va y avoir un sacré coup d'arrêt avec les élections, à mon avis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ben parce que il y a, comme tu disais, une montée des réticences sur certaines normes justement au niveau des populations. Et je pense que, bah, comme on l'avait vu avec la loi sur la restauration de la nature, il y a des campagnes qui vont se faire sur il faut protéger nos agriculteurs de toutes ces normes, il faut protéger les gens qui ont du mal à s'adapter. Et à mon avis, il va y avoir un coup d'arrêt dans les prochains mois, ce qui va pas aider à atteindre les objectifs. Rien, t'en penses quoi, toi? J'en pense que c'est très compliqué. Est-ce qu'effectivement, on a. Non, mais là, en fait, on a passé toutes les normes et toutes les lois qui concernaient l'industrie, qui concernaient l'agriculture. Et là, on arrive aussi à des normes qui concernent les particuliers, quoi, sur les équipements, sur le logement, sur la consommation. Et enfin, on rentre dans le dur, hein. Enfin, Ouais. le fait de enfin, on l'a vu avec les gilets jaunes, enfin, l'essence, la taxe carbone sur les carburants, bah, c'est très compliqué au niveau de l'acceptation sociale. Le signal prix, là, quand ça s'applique à soi, on est toujours d'accord pour faire payer plus cher les gens qui prennent l'avion quand on ne prend pas l'avion. Parce que taxer le kérosène ou le mazout des bateaux de luxe, enfin des yachts, personne n'y voit aucun inconvénient. Genre, c'est 5% sur un billet d'avion, ou c'est juste quelques richards qui vont payer ça à Malte ou à Monaco, donc aucun souci. Donc là, on a des taux d'acceptation de 99% dans les sondages. Et par contre, dès qu'on commence à arriver sur des trucs un petit peu plus concrets, sur est-ce que tu mangerais moins de viande, que tu ferais une croix sur ton steak, est-ce que tu prendrais moins la voiture, enfin, on arrive aussi à un point où ça demande un investissement un peu personnel, même si les investissements structurels dans les villes ou dans les États jouent un rôle. Si maintenant que j'habite à Marseille, je le remarque crûment, et très cruellement, si tu veux prendre plus ton vélo, il faut que tu aies des pistes cyclables. Et donc ça, c'est à la collectivité de le faire. Mais c'est-à-dire quand même qu'il faut que d'un l'autre côté, les gens lâchent leur voiture et acceptent de pas être assis au chaud tous les matins et tous les soirs pour aller travailler, et donc fassent l'effort de pédaler, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, là, on est en train de rentrer dans le dur, en fait, de la d'adaptation, quoi. C'est-à-dire enfin, honnêtement, on a une courbe qui est, enfin, je- peut-être qu'il faut le dire vite, mais je trouve qu'on n'a pas tellement à rougir de la baisse des émissions de CO2 en Europe Non, non, ces 20 on dernières reste années. les leaders mondiaux en la matière, hein, c'est clair et net. Hein. C'est pas assez, mais bon, on est sûrement parmi les meilleurs, hélas, quoi. Ce serait mieux bien qu'on fasse mieux. Mais là, oui, si on veut arriver à la neutralité, j'ai pas la solution. Comment tu rends ça désirable, en fait? C'est bien tout le problème, quoi. C'est bien tout le problème. Et c'est à ça que les écolos en Europe sont très mauvais, c'est qu'on se heurte au mur de la désirabilité, quoi. C'est-à-dire qu'on a convaincu, en gros, les gens qui pensent qu'il faut le faire. Et maintenant, les autres, il faudra montrer que c'est pas là qu'il faut aller. Donc là, les écolos, ils ont un petit problème, quoi. Et en plus, c'est tout le problème sur ils sont anti-nucléaires traditionnellement en gros, depuis qu'ils existent. Et puis donc, en face, arrivent des gens qui disent oui, mais c'est pas du CO2. Donc là, enfin, ça casse aussi toute une rhétorique. Et les écolos, historiquement, en plus, alors, je plaide coupable, hein. Moi, j'ai été chez les Verts depuis l'an 2000, donc voulaient prendre du gaz, donc en plus c'était du gaz russe en Allemagne notamment, donc forcément s'ajoute à ça la géopolitique, donc effectivement ça explique aussi une partie de la perte de crédibilité des écolos européens sur la politique énergétique, quoi. Quand Non, vous dites non, depuis 30 à 40 ans, il faut arrêter le nucléaire,
passer par du gaz en attendant d'avoir toutes les énergies vertes et que c'est du gaz russe qui a alimenté la guerre. Enfin bon, c'est vrai que là, et je mets moi-même beaucoup de temps à digérer ça et je, je dis pas que je suis pour le nucléaire, attention. Mais donc ça pose effectivement problème après quand après ces mêmes gens viennent vous dire bah il faut s'adapter, il faut prendre moins la voiture, il faut manger des légumes et des légumineuses, bon, c'est un peu difficile quoi. Non, Et c'est c'est clair. d'autant Et plus puis, facile après pour des populistes de dire ah, regardez, ils veulent venir dans votre assiette, ils veulent vous dire de plus faire d'enfants. Voilà, il y a tout un truc comme ça quoi. et en plus, enfin, moi je vois en plus de deux problèmes supplémentaires par rapport à ça qui se connectent à ce que tu viens de dire. C'est d'un côté, il y a le fait que les politiques environnementales sont devenues un peu un sujet de culture war. Toi, c'est un peu comme les Mm. sujets. C'est vraiment devenu un sujet clivant entre la droite ultra-conservatrice et la gauche radicale. Et c'est t'es pour ou t'es contre. Donc ça rajoute un peu. Enfin, ça tend à rendre le sujet toxique. Ça empêche un débat un petit peu posé, un petit peu rationnel sur ce truc-là. Et aussi, on arrive un peu au moment où il y a on doit faire face un peu à des contradictions. Les contradictions à nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut pas dire, voilà, comme tu l'as dit, un peu ce que tu as dit, Adrien, voilà, on veut baisser les émissions de CO2, mais on veut pas utiliser le nucléaire. Mais à côté, il y a la question géopolitique. Bah, ok, si on peut pas utiliser le nucléaire, où est-ce qu'on se fournit en gaz? A en Russie, A au Qatar, mais quid de ce que je pense au niveau du respect des droits de l'homme, etc. On veut pas de commerce on veut pas d'accords commerciaux, mais pour avoir les minéraux rares pour faire des énergies renouvelables, il faut aller les chercher en Australie, etc. Donc c'est là où en fait, tout Ah, et se met puis ensemble et voilà. il va falloir qu'on réindustrialise l'Europe. On veut faire des mines chez nous, enfin, ça va se heurter à plein de principes qu'on avait tranquillement délocalisés parce que enfin, ça pollue bien quelque part. Donc Mm. ça va être un crève-cœur, mais peut-être qu'on va devoir faire des choix et sacrifier des, des territoires européens pour dire bah ok, bah tant pis, on va extraire du cobalt, je sais pas où, en Pologne ou au sud de la France, j'en sais rien. Quitte à menacer des zones, j'en suis pas, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais à un moment, voilà, parce qu'on a enfin, on a refusé de faire du fracking en France et en Europe en général pour prendre du gaz de schiste, Mm. mais on importe celui d'Alberta au Canada ou celui du Texas et enfin, aux États-Unis. Donc bon, enfin, voilà, donc ça c'est quand même, ce serait bien qu'on n'en importe pas. Donc il faut accélérer l'énergie verte, hein, le solaire, l'éolien, etc. Mais c'est sûr que là, on a un petit problème. Mais encore Mm. une fois, même si tu veux aller accélérer l'énergie verte, bah, pour produire tes panneaux solaires, tes trucs comme ça, t'as besoin des terres rares, et ces minéraux rares, bah, faut les retirer de la terre, et ils sont en Australie, ils Ouais, sont en Chine, etc. Et c'est ça. en fait, c'est tu retombes toujours sur un point, bah en fait, faudra faire un peu la hiérarchie des combats quelque part, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans. Enfin, Audrey, t'en penses quoi, toi? Ben, même sur le nucléaire, hein, pour avoir les matières premières, il faut aussi aller dans des pays et voir un peu nos relations géopolitiques. Bah, justement, tu disais, Adrien, sur les mines, il y a un gros dossier sur la mine de lithium qui est du côté de l'Allier, je crois, qui va Mm. ouvrir une énorme. Je crois que c'est la plus grande mine de lithium, en tout cas d'Europe. Et ça commence déjà, il commence déjà à y avoir des questions sur bah, écologiquement, qu'est-ce que ça va donner au niveau du territoire, comment ça va se passer. Mais en même temps, enfin voilà, faut savoir un peu où est-ce qu'on veut jouer, quoi. Ah, c'est ça. J'ai déjà eu 2-3 députés qui me disaient oui, qu'ils étaient prêts à le faire. Ouais, Ils disaient j'allais dire, voilà. Vas-y, excuse-moi. excuse-moi, non, mais c'est bon, on paye aussi, je pense, depuis 30, enfin, la direction très néolibérale de l'Europe aussi, qui a pas voulu gérer ça, enfin, qui n'a pas voulu faire de planification, qui a laissé la concurrence se faire, les délocalisations. Et là, effectivement, bah, on se heurte à fait que bah, maintenant, pour rattraper le retard sur des pays comme la Chine, qui, eux, bon, n'ont pas de problème de planification, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et on le voit avec les États-Unis et j'ai oublié l'IRA, oui, c'est ça, le machin Inflation sur. Reduction Act. Merci. Pour contrôler l'inflation, justement, et enfin la compenser. Là, on est un peu gros gens comme devant, quoi. Non, Et c'est clair, ben, on on a sait pas pas la comment ramasse. faire, quoi. Non, c'est clair. Euh, Puisqu'on fait, encore une fois, je me sers de ça pour faire un peu une transition sur notre prochain sujet, pour parler un peu de la gauche en France à l'approche des européennes, parce que voilà, encore une fois, on a la question Attends, de... je fais une pause pour aller Vas-y, commencer le fais ta processus pause de pendant ce temps-là. réveil, processus de réveil du petit. Ouais. Eh ben écoute, va Je reviens t'occuper tout de du suite. petit. Pendant ce temps-là, je fais ma petite transition. Donc ouais, effectivement, on a un peu cette question que bah, voilà, on arrive un peu
face à des contradictions où il faut revoir un peu la question de la désirabilité. Déjà, dans le chat, ils sont en train de s'entretuer sur qu'est-ce que c'est la désirabilité. Est-ce que c'est la désirabilité des politiques vertes, c'est on le fait ou on crève tous. Est-ce que c'est vraiment ça le message qu'on veut passer? Ça se discute. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, les questions environnementales, notamment, c'est un truc qui était un combat historiquement de la gauche, hein, et faut le dire, les Verts. Les Verts, parfois, je me sens un peu mal pour eux parce que ils ont. En fait, sur le fond, ils ont eu raison. Ça fait 40 ans qu'ils disent voilà, attention, le changement climatique, etc. Tout le monde leur rit à la gueule il y a 30-40 ans. Et maintenant, bah, on est tous d'accord pour dire en fait, ils avaient raison, mais c'est pas eux qui tirent bénéfice du fait d'avoir raison. Ils sont en la ramasse sur des sujets qui devraient être leur point fort et sur lesquels ils ont été les premiers historiquement à faire ça. Et on a les élections européennes l'année prochaine, en 2024, janvier 2024, à y voter. Et du coup, se pose la question de la gauche, quid de la gauche pour la gauche en France pour les élections européennes. Et c'est un petit peu rock'n'roll ces derniers mois, puisque bah voilà, on a en France, vous savez, on a la NUPES, hein, cette alliance politique, cet accord politique entre le PS, les Verts, le Parti communiste et LFI, et Génération et quelques autres plus petits partis. Et à l'approche des européennes, la NUPES, elle commence à prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Hein, est-ce que la NUPES est morte et enterrée? Ça se débat. Il y en a certains qui disent qu'elle est, mise sous coma artificielle, à voir. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de la gauche à l'horizon de 2024 pour les élections européennes? Plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Adrien, je sais que tu as des trucs à dire. Non, mais là, si tu me laisses parler, je vais pas laisser. Bah, Audrey, elle aura plus le temps là. Non, Vas-y, je te Audrey. laisse. All-in, Ah, j'ai déjà bien parlé et je sais que t'en as gros sur la patate sur le sujet, donc vas-y. non, Adrien. mais enfin, déjà, enfin, mon opinion sur la NUPES, c'est que ça n'a jamais, enfin, ça a toujours été uniquement un accord électoral de base. Ce que certains ont voulu faire, pour l'instant, ont voulu faire croire que c'était plus, que ça pouvait aller plus loin, mais enfin, moi, j'ai jamais cru que ça irait plus loin que le simple fait d'éviter la bérézinade totale aux élections législatives de 22, comme ça avait été le cas en 2017 où chacun dépassait son côté, enfin, et où la barre du premier tour était trop haute et résultat, il y avait personne de gauche à chaque fois, quoi. Ce qui explique notamment le raz-de-marée En Marche de l'époque. Donc là, la NUPES a permis d'avoir quand même un groupe de 151, je crois, députés de gauche, avec évidemment la plus grosse part pour LFI, une bonne moitié, quoi. Ce qui est logique vu le score de la présidentielle. Mais après, tout ce qui aurait pu conduire à une alliance plus structurée, un cartel, je sais pas, enfin, on peut trouver tous les termes dans tout le XXe siècle, la gauche plurielle, bon, c'était impossible. Et ça, c'était impossible pour une raison qui est assez facile à trouver, c'est que LFI n'est pas un parti. Donc il n'y a pas de structure. Enfin, le PC c'est un parti avec tous ses défauts, mais c'est un parti. Le PS est un parti avec aussi tous ses défauts, mais un parti. Et ELV est un parti aussi avec sa structure un peu brouillonne, mais c'est un parti avec un processus de décision, une démocratie interne pas toujours parfaite, mais qui existe. On demande l'avis des militants, il y a des votes, bon voilà. LFI, il n'y a pas tout ça. Donc de toute façon, ça ne pouvait pas aboutir à quelque chose d'égalitaire. Puisqu'à chaque fois, de toute façon, c'était d'un côté la parole d'un parti qui doit respecter ses tendances, ses machins, son congrès, et de l'autre, en fait, juste une espèce de petite coterie de cadres qui se met d'accord pour. Et en général, là, ils se mettent d'accord autour de la parole de Mélenchon. Donc, de toute façon, ça pouvait pas aller bien loin. Enfin, et bon, bah voilà, c'est pas sorti de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il n'y a pas de NUPES au Sénat. Oui. Il n'y a pas de NUPES dans les municipalités. Les municipales se sont très mal passées pour la NUPES. Enfin, les municipales. Non, attends, c'était en 2000. Non, c'est pas encore. Bah, oui, bah, dans les villes, il n'y a pas eu après de groupe, quoi. Je veux dire, même dans une ville, donc maintenant comme Marseille, avec le printemps marseillais, qui était un peu, là aussi, une nuance dans dans tous les sens, ils ne se sont pas réétiquetés NUPES, quoi. Oula, surtout pas. C'est même une insulte quand la droite marseillaise dit NUPES pour la gauche marseillaise. Ah ouais, il est près de si mal que ça de se faire appeler NUPES, la gauche Ah non, marseillaise? ça n'a rien à voir, aucun rapport. C'est une alliance printemps marseillais, citoyenne, avec des gens de gauche, aucun rapport avec la NUPES. Je te mets, non, je suis très clair là-dessus. Donc non, c'est, enfin bref, et puis ça s'est très mal passé pour les sénatoriales où ils ont payé le fait, la LFI, d'avoir enjambé les municipales en 2020 justement. Ils se sont dit c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, résultat, bah, c'est zéro sénateur quoi. Et puis l'ambiance étant tellement pourrie, personne se sent tenu à rien, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, bah, pour
Pour les européennes, puisque c'est ta question à la base, ça va être un départ chacun de son côté. Voilà, la seule inconnue que je vois sur la liste, c'est qu'est-ce que va faire Place Publique? Est-ce qu'ils vont retourner au PS? Est-ce qu'ils vont réussir à s'arrimer aux écolos? Voilà, c'est la seule inconnue que j'ai, parce qu'il y aura zéro alliance, quoi. Genre. T'en Le penses quoi, toi, PS va Audrey? pas aller chez les Verts, voilà, Ouais. c'est tout. Hein. Ah si, il y a une PA LFI, ce qui signerait l'arrêt de mort de LFI, enfin pas l'arrêt de mort, mais il ferait 4,5 quoi. Ouais. Enfin, je suis prêt à prendre les paris. Audrey, toi, du coup, t'en penses quoi? En fait, c'est un petit peu le même avis. J'écoutais sur notre très bonne chaîne Public Sénat Yannick Jadot qui disait ouais, je fais du placement de produit, qui disait qu'en fait, finalement, la NUPES s'était cantonnée vraiment à l'Assemblée nationale, que ça avait été un accord temporaire à l'Assemblée nationale et que maintenant, la NUPES n'existait plus qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que quand on regarde, en dehors, c'est très compliqué. Il n'y a pas de NUPES en effet au Sénat, mais ça ils l'ont toujours revendiqué. Hein. Même par exemple le PS avait toujours dit que c'était pas la NUPES au Sénat. Et donc oui, en effet, j'ai l'impression que c'est, enfin en tout cas que les partis, mais comme tu l'as dit, Adrien, ne veulent pas s'allier sur le plus long terme avec LFI, qui est pas du tout, qui est pas vraiment un parti. Et donc en fait, finalement, c'est cantonné à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que c'était un peu un vœu pieux de vouloir se relancer aux élections européennes tous ensemble, d'autant que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais sur de nombreux sujets, ils n'ont pas du tout la même vision de l'Europe, de l'Union européenne. Il y avait quand même... Alors après, il y a eu des arguments qui ont dit, oui, mais quand on a fait le programme commun pour les élections législatives, on a réussi à se mettre d'accord justement sur les sujets européens. Oui, mais là, quand il faut rentrer dans le dur, c'est compliqué parce que peut-être qu'on s'est dit oui, oui, on verra ça parce qu'on était en juin. Et là, maintenant qu'on y arrive et que c'est les élections, il y a quand même la désobéissance des traités. Enfin, ils sont pas tous d'accord, quoi. Donc, Ah c'est non, quand ça même c'est clair. compliqué. C'est quand même compliqué de partir ensemble. Il y a quand même des grosses divergences. Ah non, c'est clair. Moi en 2022, j'ai toujours dit depuis 2022 que dans l'accord de NUPES, les Verts et le PS avaient un peu vendu leur âme hein, sur le sujet Oui. européen. Parce qu'ils avaient. Enfin, à 3 virgules près, c'était le programme de LFI là-dessus, avec la désobéissance européenne. Et je vois pas comment on peut se prétendre, enfin, surtout du point de vue des Verts, comment on peut se prétendre fédéraliste et vouloir faire la même politique que le PiS, utiliser Il y avait les eu mêmes. de jolies pirouettes là-dessus. Ouais. Hein. Faudrait les Ouais, je me retrouver, mais des souviens pirouettes qu'au niveau de la argumentatives assez, rédaction, au niveau de la assez rédaction, sympas. c'est limite, il y avait quatre petites astérix en mode Ouais. à renégocier, enfin tu vois, un truc dans le genre quoi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est comme les obéissances civiles, ça n'a rien à voir. Et C'est puis, oui, complètement puis ça. vous verrez, c'est pas du tout ça. Et puis aussi, de toute enfin, façon. déjà en 2022, quand il y a eu l'accord qui a été signé, et justement, déjà à Bruxelles, on parlait du volet européen, et il y avait le groupe des Verts au Parlement européen qui avait convoqué, ils étaient à Strasbourg à ce moment-là, ils avaient convoqué une réunion de groupe en urgence pour que les Verts français viennent s'expliquer c'est quoi ce truc que vous êtes en train de nous faire en France quoi. Et les Verts français fait non mais c'est un accord électoral, c'est juste pour les élections là, vous inquiétez pas, on reste toujours pro-européen etc. C'est encore une fois des pirouettes dans tous les sens. Et après encore une fois on avait un peu le Vert est un peu dans le fruit dès le début puisque enfin comme tu le dis Adrien, voilà pour les Verts pour un certain nombre c'était un accord électoral. Là où LFI passait son temps à me dire c'est un accord politique, on est d'accord sur tout le truc quoi. Et donc à partir de là, Mais LFI avait tout intérêt bien sûr, à faire comme c'était un accord électoral, un bien accord sûr. politique, pour continuer sa mainmise, je vais dire les gros mots, sa mainmise hégémonique sur la gauche en fait. Dans le but était de remplacer en fait la position historique du PS. Qui, j'ai pas beaucoup, je suis pas un vieillard non plus, mais je pense à un peu l'expérience, n'a jamais été aussi agressif. Il y a eu des moments difficiles, mais sur les négociations, quoi. Le fait que ce soit un parti avec ses propres problèmes internes limitait un peu la violence. Et bon, pourtant, je sais qu'il y a eu des endroits, des moments très violents de négociation entre PS et écolo. Et notamment des échecs. Hein. En 2007, non, en 2007, il y a eu mais en 2012, non, c'est un mauvais exemple encore. Enfin bon, il y a eu des échecs en négociation. J'aurais dû faire des fiches, mais voilà, c'était pas toujours très simple. Hein. Enfin, un peu l'exemple parisien le montre bien. Enfin, la vie est pas toujours simple entre les écolos et les socialistes. Hein. Donc bon, c'est pas non plus des super copains. Mais là, avec LFI, disons, il y a un cran supplémentaire qui, je pense, est largement dû. Je veux pas trop charger Mélenchon, hein, mais quand même, sa personnalité, ce qui génère autour de lui en termes de pratique et de trucs un peu, de mouvements un peu sectaires, quoi.
de logique clanique plutôt, voilà, fait que ça pourrit après les relations avec, avec l'extérieur, qui eux n'ont pas du tout les mêmes logiques. Et moi, une question que je me pose aussi, c'est, enfin, ok, très bien, les Verts ont annoncé très tôt, voilà, on veut pas faire la NUPES aux européennes parce qu'on pense pas la même chose. Bon, très bien, vous vous rendez compte de ça un an plus tard, mais c'est pas grave. Le PS aussi qui a pris la décision, mais moi, le truc que je me dis aussi, c'est bon, voilà, au-delà de la position de fond où les Verts se disent on peut pas être fédéraliste et dire vouloir faire la désobéissance européenne, mais est-ce qu'en fait, ils sont pas déjà en train d'essayer de préparer l'arène pour 2027, puisque officiellement, tous les partis disent toujours encore, du moins pour le temps que j'ai pu voir, qui sont partisans d'une candidature unique en 2027. Est-ce qu'en fait, ils ne se servent pas des Européens comme étant un moyen de revoir les rapports de force? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Adrien, en 2022, il y a un rapport de force très favorable à LFI, et du coup, est-ce que les Verts, en voulant y aller tout seuls, sur une élection où ils sont traditionnellement plus forts ou aussi forts au minimum que le reste de la gauche, ça peut pas être un moyen pour derrière, après les élections, de rentrer dans un rapport de force un peu plus égalitaire pour dire à LFI, vous voyez, regardez ces élections, la gauche, un parti tout seul de gauche peut faire aussi bien, voire même mieux que vous. La gauche n'est pas, enfin, la LFI n'est pas l'alpha et l'oméga de la gauche, donc on peut faire quelque chose de moins axé sur vous pour 2027. Ouais, tout à fait. Le LFI a pas intérêt à ce qu'il y ait d'autres rapports de force que 2022, là où les autres, ils ont intérêt à ce qu'on puisse un peu faire des moyennes, quoi, équilibrées. Pour un choix éventuel de candidature unique de la gauche en 2027, dont je ne sais pas du tout par quel mécanisme elle pourrait émerger. Je sais pas, un conclave, une primaire ouverte, je sais pas. Est-ce que ce sera Mélenchon à 76 ans? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Dans ce cas-là, qui? De quel parti? Enfin, de toute façon, pour l'instant, tout ça, ouais, c'est que des postures et des propos un peu vides, quoi, parce qu'on ne sait pas. On sait pas du tout, quoi. Je veux dire, la seule certitude de 2027, c'est qu'il n'y aura pas Macron candidat. Voilà, c'est tout. Après, Mélenchon l'a dit qu'il serait plus candidat, puis en fait, il est toujours là. Donc, c'est compliqué quand même. Quatennens, s'il devait prendre la suite, voilà, il ne peut pas être lui. C'est un peu compliqué pour lui. Bompard, est-ce qu'il a les épaules? Puis tous les autres lieutenants un peu capés, tout ça, ils sont contre lui maintenant, quoi. Ruffin, Corbière, Garrido, enfin Autain. Donc ça commence à être compliqué, quoi. Et franchement, je sais pas, quoi. C'est vraiment. Là, on a parlé un peu du côté un peu méta, c'est-à-dire la logique de parti, les stratégies, etc. Mais je regarde un peu le chat, et le chat pose ouais, mais du coup, du point de vue des électeurs, ils disent voilà, on se retrouve avec une gauche qui commence à nouveau à s'éclater, à se tirer dans les jambes, où c'est pas clair, où ça commence à se dégainer le vote utile les uns contre les autres. Donc, in fine, comment on fait, est-ce que la gauche peut trouver un moyen, dans les européennes ou au-delà, d'éviter un peu de tirer une balle dans la jambe de ces électeurs qui savent pas ce quoi faire et qui se disent mais attendez, c'est quoi encore cette gauche qui fait n'importe quoi et qui sait pas s'unir le moment venu, parce que là maintenant c'est l'argument numéro 1 de LFI pour défendre la NUPES ad vitam aeternam, c'est celui de la clarté pour l'électorat de gauche. Et ça, c'est clair que en partant divisé, il y a des partis qui vont sûrement pas passer le cap des fameux 5% qui permettent d'avoir un eurodéputé, enfin des eurodéputés, 5 en l'occurrence. 5, je crois. Ouais, 5. Ouais, c'est 4 ou 5 selon ce que font les autres après. Mais en même temps, en partant unis, il faut quand même se souvenir que 1 plus 1, ça fait pas forcément 2 dans les élections, et que y a peut-être des gens que ça peut rebuter d'avoir LFI et le PS sur la même liste, ou inversement. Et donc, c'est pas forcément parce qu'on part unis et qu'on fait 26% dans les sondages qu'on va faire 26%, parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont juste pas envie de mettre un bulletin sur lequel il y a des membres de LFI ou il y a des membres du PS. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de disperser ces votes et d'avoir des gens qui manquent à l'appel le 9, mais en tout cas, le fait de partir ensemble, ça veut pas forcément dire que la gauche va faire un carton, et ce sera forcément mieux, il y aura peut-être moins de pertes, mais il y aura quand même de la perte, ça c'est sûr. Ouais, le vote, c'est une politique de l'offre, hein. De toute façon, tu votes pour ce qui se présente. Donc, il y a intérêt quand même à ce qu'il y ait une multitude de profils, surtout dans une élection à scrutin comme ça, de liste à la proportionnelle. Il n'y a aucun. Je pense qu'on est l'un des seuls pays européens, en tout cas dans ceux auxquels je pense, à se poser la question d'union de ce style-là. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, chacun y va avec sa ligne, et puis après on négocie. C'est un peu fou quand même qu'on veuille à chaque fois réduire les offres dès le départ. Et là, c'est la seule élection en France quasiment, à part les régionales, où on peut un peu chacun aller de son côté sans trop de risques de casse très, très durs, quoi, comme la présidentielle.
Et donc c'est quand même dommage de pas le faire. Et les écolos, de toute façon, ils ont jamais dit qu'ils iraient à Union aux européennes, hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'ai jamais rien vu de sérieux à ce niveau-là, hein, parce que c'est l'autonomie depuis, je sais pas, 79, quoi. C'est Et, même 74. Enfin, la première liste s'appelait Europe Écologie. Il y avait déjà une liste écolo qui envoyait des députés. Enfin, c'était historiquement quasiment obligatoire, quoi. Donc, et l'ironie dans tout en ça, plus, ouais, vas-y. l'ironie dans tout ça, c'est que au-delà sur le débat, voilà, est-ce qu'on y va séparer ou est-ce qu'on y va ensemble aux européennes, dans le cadre des européennes, le paradoxe, c'est que si ils y vont séparément, ils font plus de députés européens que s'ils font ensemble. Même s'ils font un plus gros chiffre tout seul, Mm. en termes de nombre de députés européens purs et durs, il y aurait plus de députés européens de gauche dans un scénario où chacun y va de son côté que dans un scénario NUPES. Mais je trouvais ça assez drôle que malgré tout, c'est non, faut qu'on fasse le plus gros chiffre parce qu'il faut qu'on arrive devant devant la marque, la marque En Marche et Ouais. enfin, Renaissance En fait, maintenant et ils RN. font encore une fois un scrutin national d'un scrutin qui n'est absolument pas national. Et en gros, mais c'est un petit peu sur ça que se base aussi l'extrême droite en disant c'est un scrutin pour ou contre Emmanuel Ouais. Macron. Bah oui, évidemment, vous allez rien faire sur votre bilan, vous en avez pas. Donc en fait, ce côté de nationaliser un scrutin, moi je pense vraiment que pour les électeurs, il faut juste se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme sujet émerger au niveau européen, et puis point barre, je vote pour ça, et tant pis pour les appareils, et tant pis pour la NUPES, et tant pis pour le vote pour ou contre Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, Mm. le lendemain de l'élection, même si Macron se prend un énorme carton, parce que en fait, c'est un peu ça, en fait, finalement, NUPES ou pas, c'est essayer de se placer, de se compter vis-à-vis d'Emmanuel Macron ou même de l'extrême droite. Même s'il se prend un carton, il va pas dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, il va rien se passer. Après ça, il y aura les municipales, et autant de vous dire que les élections européennes, on n'en parlera plus en 2027, quoi. Ouais. C'est quand les Donc je trouve municipales déjà? C'est quoi la date exacte? les 26. municipales, c'est 2026, donc Ouais. autant dire que bon, les européennes de 2024, Oui, alors là, on sera loin derrière, Ouais, loin ouais. derrière. voilà, donc à la rigueur, vaut mieux, enfin, je sais pas, je suis électeur, vaut mieux que je pense aux sujets importants pour moi à placer en tête, et puis on aura bien le temps de se rattraper pour se compter les forces en puissance d'ici 2027, quoi. Et moi, je voulais ajouter un truc et je pense que je vais conclure là-dessus parce qu'après, je vais vous dire au revoir. C'est que bon, enfin, si on croit les sondages, hein, toujours, hein, c'est quand même que même tout uni, si on a soit la liste union potentielle, enfin hypothétique, ou l'addition de toutes les listes, enfin, on arrive à une gauche qui est un gros un tiers de l'électorat. Bon, c'est quand même. Moi, je comprends pas les gens de gauche qui se glorifient d'un 33% quand on a mis vraiment toutes les virgules et tous les dixièmes et qu'on met toute la gauche ensemble, vraiment, qu'on va racler les fonds de tiroir parce que c'est quand même pas beaucoup. Enfin, puisqu'en face, il y a quand même une extrême droite qui est à un tiers pour le RN et 6% pour Zemmour. On va dire, c'est que la gauche, même tout ensemble, tout uni, additionné, est en dessous de l'extrême droite entre le gros parti et ses un ou deux satellites. Donc, je veux dire, le problème, il est pas tellement non plus de. Enfin, le souci même, il n'est pas dans est-ce qu'il faut y aller ou pas uni, c'est comment ça se fait. Notre étiage, la gauche, est hyper bas. C'est incroyable. Genre, on se satisfait d'un tiers de l'électorat, ce qui est complètement fou. On gagne pas avec un tiers. Enfin, je veux dire, enfin, on peut gagner. Genre, Macron, il a été élu avec un gros quart d'électorat du premier tour, mais c'est l'élection présidentielle. Enfin, et puis ça suffit pas après justement à avoir une majorité dans le pays. Enfin, c'est pas satisfaisant. Donc on a quand même un souci avec cette tripartisation là que personne n'est légitime à gouverner, quoi. Et c'est quand même un gros problème. Et je vois pas pourquoi à gauche on se gargarise de ces scores, enfin, de ces sondages, parce qu'en vrai, on devrait se mettre la tête sous les cendres et puis dire, mais trouver des solutions, parce que en fait, ça va pas. Ça va pas du tout. Et pour toi, c'est un problème de stratégie ou un problème idéologique? Dans le sens, est-ce que c'est la gauche s'y prend pas de bonne manière pour convaincre les gens, ou est-ce que même sur le fond du programme, les gens, en fait, ils sont pas intéressés par ce que la gauche offre? Il y a plusieurs trucs, mais il y a aussi une fête, parce qu'il n'est pas que la gauche française, hein, c'est la Bien gauche sûr. européenne et même mondiale, en tout cas dans l'Occident. Ouais, la gauche a parfois un problème de récit enfin, elle ne raconte plus rien. Enfin, elle a perdu enfin, la gauche continue à payer la fin du bloc soviétique. Enfin, il n'y a plus d'alternative au capitalisme. On ne sait plus quoi dire. Enfin, Jospin, il a privatisé. Hollande, il a fait le CICE. Enfin, des trucs de droite en fait. Et donc, bah, il n'y a plus de différence. On ne sait plus. Enfin, ça s'est complètement dévitalisé, quoi. Donc, en fait, la gauche. N'arrive plus à trouver le moyen, enfin à gauche et les écolos hein, ont du mal à trouver le moyen
de convaincre les gens. Enfin, et donc mais j'ai pas la solution. Hein, je peux pas arriver en Non, on fait disant, du diagnostic il faut ici. qu'on Hein. parle de ça. Je veux dire, j'ai bien quelques idées, mais j'en sais rien. Enfin, il y a peut-être les Danois qui trouvent un peu un truc à faire, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Enfin voilà, je sais pas. Voilà. C'est donc bon, voilà, je m'arrêterai là. Je vais m'en laisser. Bah du coup, Audrey, tu J'ai vas voir le bien- mot final. T'as déprimé tout le monde, ça y est, Adrien, voilà. Mais non, mais Ouais. c'est pour dire que ouais, je comprends pas, c'est satisfait. Voilà, sur ce, bonne soirée, bonne fin de week-end, bonne semaine malgré tout. Salut, Adrien. Je vais quand même. Et merci Quentin pour cette invitation. Merci à toi d'être On venu, refait Adrien. ça une prochaine fois avec plaisir. Super, bah Ciao. écoute, ciao. Hop, Audrey, tu restes avec nous? Ouais. Alors du Non, coup, mais t'apparais sur 2 écrans, c'est génial. Sur ma présentation, t'es littéralement sur 2 écrans. Je vais laisser ça comme ça, c'est assez drôle. Vas-y. Non, je suis totalement d'accord avec Adrien. Je trouve que là, on est un peu en train de compter des virgules et des points-virgules au lieu de se dire, OK, comment on va chercher nos électeurs d'ici le 9 juin prochain. C'est un peu en mode, non, mais toi, tu votes pour moi, toi, tu votes pas avec moi. Enfin, après, je sais que c'est le début et qu'il faut partir ensemble ou diviser, puis ensuite on verra. Mais au contraire, ce serait peut-être le moment d'aller expliquer pourquoi c'est important, quel est le programme. Il n'y en a toujours pas, mais sur quoi on a envie de faire campagne et finalement pour aller peut-être reconquérir certains électeurs plutôt que de se compter des pourcentages de sondages à 1 an. Enfin voilà, moi je trouve il a totalement raison là-dessus. C'est se gargariser d'aller compter des chiffres. Ouais, c'est un peu déprimant. Ouais, bah ça après, c'est clair que du point de vue... Enfin, c'est toujours un peu... Encore une fois, la question de la contradiction, c'est on peut avoir on a des approches méta qui peuvent se justifier qu'effectivement, bah, on n'y va pas ensemble, ou on veut y aller ensemble, etc. Et après, l'électeur qui est là, mais moi je comprends rien, vous faites des plans, vous faites Ouais. un jeu d'échecs à 4 dimensions, moi je veux juste avoir quelqu'un de gauche qui est capable d'influencer les choses, et bah, tout ce que je vois, c'est vous en train de vous tirer mutuellement dans les pattes. Enfin, je veux dire, tu vas sur Twitter, tu regardes les scuds qui se balancent en permanence maintenant, les uns et les autres, genre, t'es là, mais enfin, la droite, elle a juste à prendre le popcorn et à regarder, la gauche fait le boulot tout seul, quoi. C'est assez... Enfin, j'ai regardé ce matin l'échange entre Karima Deli et je sais plus, un député LFI, enfin, t'es là, mais t'as l'impression que les deux sont ennemis mortels, quoi. C'est Ouais. assez dingue, quoi. Ouais. Alors qu'ils sont censés bosser ensemble au quotidien. Ouais, et puis c'est pas ça qui donne envie de se mobiliser, de mobiliser les électeurs en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment une querelle de clochers et je trouve que c'est pas ça qui recrée un peu enfin, tu vois, l'étincelle justement pour après. Enfin, on parle quand même de sujets qui vont être prépondérants dans les 5 années à venir et là, on est en train de faire de la politique de comptoir, quoi. Donc voilà. La réalité, c'est que malheureusement, enfin, euh, la politique européenne, la majorité s'en fout royalement, on va Oui. pas se mentir. LFI sur la politique européenne, je veux dire, à part Manon Aubry pense des trucs sur l'Union Européenne, ça c'est clair et net. Le reste de LFI s'en fout réellement. Hein. Mélenchon, ça a toujours été un eurosceptique de placard. Hein. Enfin, moi je me souviens à l'époque quand il était député européen, la gauche européenne détestait Mélenchon, il le prenait pour une espèce de mini-dictateur germanophobe, quoi. Donc c'est quand même un peu particulier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah bon, voilà. Je trouve qu'il avait raison de conclure là-dessus et il faut peut-être se secouer un peu pour essayer de mobiliser les gens, tant Mm, qu'à faire. c'est ça. Et bon, après on a encore, on a combien de temps encore? Plus de 6 mois. C'est vrai que les élections sont Ouais. en juin l'année prochaine, donc ouais, on a bien 8 mois encore pour lire dans les feuilles de thé ce qui va, ce qui va se passer. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, ça c'est clair et net. Bah, du coup, Audrey, toi, est-ce que tu as un truc que tu veux dire, une actualité de ton côté que tu veux mettre en avant qu'on conclue? Je sors un épisode, je pense que je vais le sortir demain si j'ai la motive ce soir, il est un peu tard, ou demain ou mardi, justement sur l'Union européenne et puis la relation avec Israël, la Palestine, Gaza. Et voilà, pour essayer de remettre un peu les choses au clair. Eh ben écoute, merci beaucoup Audrey d'être venu. Merci encore une fois Adrien, même s'il n'est plus avec nous. Chat, soyez sûr de remercier Audrey et Adrien. Vous pouvez évidemment les suivre sur X pour les retrouver aussi sur leur podcast. Je vous remets le truc. Vous pouvez retrouver tout ça. Merci encore à toi Audrey. Bon bah écoute, j'espère que tu as passé un moment. Merci pour l'invitation. Bah ouais. Écoute, ça me fait plaisir comme toujours de t'avoir avec nous. Surtout maintenant t'es une grande star. On sait maintenant. T'as une secrétaire maintenant que t'as quelqu'un qui s'occupe de ton agenda pour dire voilà est-ce que Mme Vuettaz a un créneau à m'accorder.
Ouais, c'est moi-même, toujours et encore. On Bon, bah, reste, euh, on reste près du. près des Non, sujets. non, je n'ai pas pris le melon. J'ai juste une médaille un peu lourde sur mon bureau, qui me fait très plaisir. Eh ben, écoute, on est ravis pour toi aussi. Eh bien écoutez, merci encore Audrey, merci tout le monde d'être venu avec nous ce soir pour cette petite thérapie de groupe entre gens qui aiment bien l'Europe. Je vous retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand, regardez demain les agendas, comme d'habitude, je vous mets les réseaux sociaux, tac, 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 Twitter, Discord, toutes les bonnes choses, vous savez quand ça marche. Si vous avez aimé, likez, si vous avez un Prime qui traîne, lâchez une pièce à votre streamer, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite sur ce une très bonne soirée et à fort bientôt tout le monde. Ciao, ciao.